Je vais donc faire l'histoire de la naissance du matériau. Il y a trois périodes différenciées. C'est Jacques Gubler, architecte et historien suisse, sur le béton armé, qui a fait ce petit schéma tout simple avec trois traits. Le premier, c'est le béton des inventeurs, le béton des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'aux alentours de 1850 et entre 1850 et 1900, il va y avoir un certain nombre de personnes, principalement des ingénieurs, mais aussi quelques architectes, qui vont contribuer à l'invention, à l'émergence de ce matériau. Ensuite, il va y avoir ce que Gubler a appelé le béton des ingénieurs. C'est-à-dire qu'en fait, les inventeurs, ne savent pas très bien comment ça marche. Ils constatent que ça fonctionne, mais ils ne savent pas l'expliquer, ils ne savent pas le calculer. Et donc, aux alentours de 1900, eh bien, les ingénieurs commencent à se poser la question, à faire des expérimentations et à expliquer le fonctionnement du matériau béton armé. Et puis, à partir de 1900, donc plutôt après, même si on va voir qu'il y a vraiment le tournant 1900 qui est un tournant de l'utilisation du béton chez les architectes, c'est le béton des architectes. C'est-à-dire que pendant les 50 à 70 premières années, les architectes trouvent que le béton, c'est pratique, c'est solide pour certains, pour des bâtiments techniques, mais ce n'est pas beau. Et donc, ça ne peut pas participer à la construction de bâtiments nobles. Et donc, il va y avoir, jusqu'au début du XXe siècle, une vraie interrogation pour les architectes sur l'idée d'utiliser le béton pour toute l'architecture. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le béton a une double origine. D'abord, c'est un problème technique, c'est-à-dire que c'est l'association de deux matériaux, le béton armé est l'association de deux matériaux, le béton, dont on va voir ce que c'est tout de suite, et puis l'acier. Et l'idée d'associer deux matériaux aussi dissemblables ne tombe pas sous le sens. Donc il y a une double problématique. La première, c'est technique, que les éléments techniques soient prêts pour que le matériau puisse exister. La deuxième chose, c'est l'émergence d'une idée, puisque associer des matériaux aussi dissemblables qu'une sorte de mortier de ciment n'est pas évidente. Et à travers les découvertes et les interrogations des inventeurs et puis des ingénieurs, on va comprendre le fonctionnement du matériau. Donc l'idée de l'histoire du béton, c'est à la fois de voir comment ça émerge, mais ça permet aussi de comprendre quelles étaient les interrogations des inventeurs et des premiers ingénieurs à l'utiliser. Alors, le béton, c'est quoi ? Fondamentalement, c'est un mortier de ciment. Les mortiers existent depuis très longtemps, des mortiers de chaux, donc avec un peu comme le plâtre, qui permettent de relier des pierres. Eh bien, les mortiers de ciment vont apparaître au milieu du XIXe siècle. Alors, une chose qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, en fait, les mortiers existent depuis très très longtemps. Chinois, Égyptiens, Mayas utilisaient déjà des mortiers de chaux. Les Romains avaient probablement aussi utilisé des bétons parce que certains Romains utilisaient des lions hydrauliques en mettant de la pouzzolane, c'est-à-dire une cendre volcanique qui est très probablement très très proche du ciment contemporain. Ce qui veut dire que les Romains avaient probablement du béton assez proche de celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais les questions de cette composition et surtout son utilisation ont complètement été oubliées pendant plusieurs siècles. Et donc tout ceci va être redécouvert, mais avec les avancées scientifiques aussi explicitées à partir du XIXe siècle. Le premier problème est donc de passer de la chaux au ciment. Et donc, il va y avoir un certain nombre de personnalités. Bien sûr, Louis Vicat est l'une des personnalités les plus mises en avant
les historiens du béton, mais c'est clairement pas une invention qui émerge d'un cerveau unique. C'est un faisceau convergent d'inventeurs dans plusieurs pays et sur plusieurs continents qui vont aller vers cette invention. Dans cette quête, il y a des Anglais comme James Smeaton, et le Français Louis Vicat va effectivement découvrir, faire des expériences, isoler une cendre artificielle à base de calcaire et de silice. Et la différence avec les autres inventeurs, c'est que Louis Vicat va expliciter comment fonctionne la théorie de l'hydraulicité, c'est-à-dire comment, quand on met de l'eau dans ce mortier, eh bien, ça se solidifie et devient aussi dur que de la pierre. Et donc, Louis Vicat est l'un des inventeurs du ciment. Dans un premier temps, on va parler de béton non armé. Et puis, dans un deuxième temps, on verra ce qu'est le béton armé. Alors, dans un premier temps, le béton non armé, c'est une sorte de mortier de ciment où on ajoute donc, au lieu de la chaux, ce mélange de calcaire et de silice, la cendre d'un mélange de calcaire et silice. Et Louis Vicat va être celui qui explique comment ça fonctionne et d'autre part qui va déterminer les proportions dans lesquelles ça marche le mieux. Alors, Vicat est un personnage étonnant. Alors là, évidemment, je vous montre un pont de pierre, bien sûr. Mais en fait, Vicat était ingénieur en Dordogne et dans la région de Souillac, à l'époque où Napoléon Ier tombe en exil, part en exil, ce qui fait qu'en gros, il n'a plus de boulot. Et donc, comme il n'a rien à faire du point de vue en tant qu'ingénieur local du côté de la Dordogne, il a très peu de travaux, eh bien, il va profiter de ses vacances obligatoires pour inventer la théorie de l'hydraulicité et travailler sur le béton. Et donc, son pont, en fait, il va effectivement l'utiliser avec du béton, mais dans les piles, et le pont lui-même restera, lui, traditionnel en pierre. Alors, le béton naît donc d'un faisceau convergent d'inventeurs à la fin du XIXe siècle, dans la deuxième partie du XIXe siècle, et le béton non armé s'inscrit aussi dans des technologies existantes. Il n'apparaît pas avec des technologies entièrement nouvelles. Et donc, tout à l'heure, vous parliez de terre. Eh bien, effectivement, les premiers murs en pierre artificielle, c'est-à-dire en béton non armé, sont coulés dans des banches exactement comme le pisé. Donc, des régions comme le Lyon où le pisé a une grande tradition sont des régions favorisant effectivement le développement du béton. Alors, la technique du pisé est celle que vous voyez ici sur ce document de Fleuret. Vous avez une banche relativement courte, après on superpose différents coulages, et ensuite, comme on n'a pas d'aiguilles vibrantes comme aujourd'hui, on n'a pas de choses qui permettent automatiquement de vibrer, eh bien on tasse le béton avec des engins comme ça. Donc le béton, dans un premier temps, ne sort pas de rien, mais s'inscrit dans la tradition du pisé. Alors voilà une photo qui montre la mise en œuvre de l'époque. Vous allez sur les chantiers aujourd'hui, évidemment, c'est une toute autre technique avec le béton prêt à l'emploi et les pompes. Eh bien, les ouvriers montaient dessus avec une hotte, montait en haut de la banche, coulait, et un deuxième ouvrier tassait le béton pour faire partir l'air pour que le béton soit solide. Voilà la première production. Dans un premier temps, un certain nombre de personnes vont découvrir le béton et l'utiliser. Peu d'architectes, mais François Martin Lebrun, qui est architecte du côté de Montauban, va construire un certain nombre de bâtiments, dont une chapelle, cette chapelle en béton. Et il va aussi rédiger quand même deux livres sur la méthode pratique pour l'emploi du béton et l'art de bâtir en béton en 1835 et 1843. Donc les architectes ne sont pas tous rétifs à ce matériau, puisqu'il construit
carrément une chapelle, ce qui est évidemment un bâtiment noble, dès le milieu du XIXe siècle. Mais globalement, le béton armé va avoir du mal à convaincre les architectes. On va le voir avec les travaux de François Coignet. Alors François Coignet est fils d'industriel lyonnais, ce qui explique la liaison avec le Pisé, Lyon étant une tradition forte de Pisé. Et puis il reprend une entreprise de produits chimiques, donc on a aussi comme ça une liaison directe avec la composition des matériaux, et lui part s'installer à Saint-Denis, en région parisienne, en 1851. Et la technique de développement de François Coignet est tout à fait typique de la manière dont va se développer le béton armé, et le béton dans un premier temps et le béton armé dans un deuxième temps. Ça va être une technique de brevet. C'est-à-dire qu'on ne dépose pas un brevet pour le fonctionnement du béton en soi. On ne va pas déposer une technique un brevet pour la technique du béton armé en soi, mais on va déposer un tas de techniques, un tas de brevets pour la construction en béton, puis en béton armé. Alors, entre 1855 et 1859, François Coignet, qui est un entrepreneur très dynamique, va déposer toute une série de brevets, béton hydraulique, béton plastique, pierre factice, etc. Il sera relativement critiqué parce qu'il fera breveter des pratiques courantes de la construction, mais cette technique du dépôt de brevets et de la publicité à tout va parfaitement fonctionner, et l'entreprise de Coignet va totalement se développer, et dans le monde entier, alors le monde entier était un peu différent d'aujourd'hui, puisqu'il y avait la Grande-Bretagne et toutes ses colonies, il y avait la France et toutes ses colonies. Donc déjà, quand on construisait en France, on avait toutes les colonies comme marché. Et il va effectivement réussir à construire dans le monde entier. Reste un problème. Donc François Coignet a une vision du béton comme un élément absolument remarquable qui va permettre de combattre l'injustice, la misère, de donner des bâtiments hygiéniques et économiques. Donc le béton est quelque chose pour Coignet, présenté par Coignet, totalement universel et sans contrainte. Alors, les premières productions de Coignet, après toutes ces campagnes de brevets et de publicité, vont très bien marcher, sauf qu'il va principalement avoir tous les marchés de bâtiments techniques, de souterrains, de soutènement, tout ce qui est infrastructure, eh bien, très très vite, le béton va gagner les marchés. Et Coignet sera bien sûr l'un des grands acteurs de ce développement. Le seul problème de Coignet est qu'il a beau aller faire des conférences auprès des architectes français, eh bien, il n'arrive absolument pas à les séduire, et donc les architectes, à part quelques exceptions, restent rétifs à utiliser le béton pour des bâtiments nobles. Ça, c'est la grande problématique, et on la retrouvera avec le béton armé. Coignet va construire ses propres bâtiments, et va, puisqu'il est entrepreneur ayant de l'argent, il va construire ses propres bâtiments, quelques immeubles, et surtout, il va réussir à un moment à convaincre un promoteur qui s'appelle Alphonse Palu, qui est le promoteur de la première cité-jardin en France, qui est au Vésinet, qui est lié au développement de la première voie ferrée française qui va de Paris à Saint-Germain-en-Laye. Et Alphonse Palu, eh bien, impose à son architecte, qui s'appelle Louis-Auguste Boileau, de construire l'église du Vésinet avec le procédé Coignet. Et donc, il impose le béton armé pour une église. Alors, vous voyez l'architecture de Louis-Auguste Boileau, assez classique, c'est-à-dire, enfin, plutôt gothique que classique, mais disons classique dans la démarche. Au XIXe siècle, une église, c'est néo-gothique. Plus ou moins éclectique, certes, mais néo-gothique. Vous voyez le plan et vous voyez l'élévation. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Boileau a bien sûr utilisé le procédé Coignet et l'a réalisé. Voici une photo ancienne. Et puis, une photo de face qui montre un certain nombre de choses. C'est après la livraison du bâtiment. Qu'est-ce que vous voyez? Des traces partout. Eh bien, ces traces sont apparues tout de suite après le décoffrage.
et c'est de l'efflorescence, des efflorescences qui sont liées à la mise en œuvre du béton. Évidemment, Boileau, qui avait soigneusement mis en fond de coffrage des petites baguettes pour essayer de faire croire que c'était de la pierre, est totalement scandalisé et après toute sa carrière, après la livraison de ce bâtiment, dira que le béton est un matériau absolument à éviter et il militera pendant toute la fin de sa carrière contre le béton, puisque ça donne des résultats qui montrent sa tricherie d'essayer de faire un faux bâtiment en pierre. Alors ça, c'est les premiers déboires du béton. Par contre, effectivement, il y a un tas de réussites, comme le pont de Cliff Ridge à New York, où vous voyez le béton utilisé, le béton coignet utilisé en imitation absolue de ce qu'on pouvait faire antérieurement en pierre. Eh bien, le béton parvient à le faire puisque ça dépend que du coffrage. Alors, ça, c'est le premier développement du béton passe par un béton non armé. Coignet développe un béton non armé. Donc son succès est total dans tout ce qui est infrastructure, et par contre, à part quelques bâtiments qu'il commande lui-même et quelques bâtiments exceptionnels, on reste dans des locaux principalement techniques et dans des échecs esthétiques comme l'église du Vésinet. Progressivement va se mettre en place cette seconde idée qui est de mettre des aciers à l'intérieur du béton pour le rendre plus performant sur le plan de la tension. Donc on va intégrer à l'intérieur du béton des tiges d'acier. Les tiges d'acier sont déjà produites, on sait produire de l'acier depuis un certain temps, et l'amélioration des fours au XIXe siècle fait qu'on ne va plus avoir aucun problème de production de ce type des types de ferraillage. De la même manière que le béton non armé s'inscrit dans la tradition du pisé, eh bien, le béton armé s'inscrit aussi dans une tradition de maçonnerie avec des armatures. Ici, c'est un projet de Jacques Gabriel de la place de la Concorde, d'un des deux bâtiments de la place de la Concorde actuelle, place Louis XV à l'époque, où vous avez ici un plan et une élévation coupe qui vous montre la manière dont, à l'intérieur de maçonnerie traditionnelle, de pierre, eh bien, on mettait déjà des armatures d'acier. Alors évidemment, comme il n'y avait pas d'adhérence entre la pierre et l'acier, on est obligé de mettre des boules pour bloquer, de mettre des boules à l'intérieur des tiges d'acier pour bloquer l'acier à l'intérieur de la pierre. Donc de la même manière, l'idée d'associer une armature métallique à de la maçonnerie est quelque chose qui s'inscrit dans une tradition. Les gothiques le pratiquaient déjà, les Romains aussi à petite échelle. Donc c'est une tradition très ancienne et qui, au XVIIIe siècle, est encore très vivante. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, un tas d'architectes proposeront aussi de faire, par exemple, Labrouste, qui a construit la Bibliothèque nationale, proposera de faire des voûtes en plâtre ferraillé avec une armature d'acier. Et donc les voûtes de la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Labrouste sont en plâtre ferraillé. Donc cette idée d'associer un mortier avec une armature est déjà quelque chose qui est dans l'air du temps. Après, la manière de le faire va varier et il y aura différentes tentatives. Vous avez ici une proposition de Barrett qui propose de noyer des poutrelles métalliques à l'intérieur d'un plancher béton avec des coffrages bois. Et donc, vous avez ici une mise en œuvre qui, au demeurant, est assez peu courante en France, mais qui, aux États-Unis, est quelque chose qui, sous différentes formes, continue à perdurer. Cette idée d'associer des grosses poutrelles métalliques à l'intérieur de béton armé est quelque chose de pratiqué encore outre-Atlantique.
Après, il y a un certain nombre d'inventeurs qui vont effectivement essayer de faire des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus légères, et d'associer des grilles, des grillages au mortier de ciment. Alors, l'un des projets phares les plus célèbres des histoires des techniques constructives, c'est la barque de Joseph Lambeau, qui fut présentée à une exposition universelle. Et donc, sa barque en ciment armé. Ciment, pourquoi? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de gros granulats, il n'y a que des petits granulats, que du sable, et donc on n'a pas vraiment du béton, ce n'est pas vraiment du béton armé, car le béton, on met des granulats un peu plus gros, mais c'est une barque en ciment armé. Elle restera dans l'histoire de l'architecture, mais c'est aussi un symbole du fait qu'avec ce matériau qui est quand même très performant, on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Alors en fait, le béton armé va se développer exactement de la même manière que le béton, c'est-à-dire par le dépôt de brevets. Mais comme je vous l'ai dit, on ne dépose pas le brevet du béton armé avec cette idée que l'armature permet de répondre aux forces en tension et le béton en compression. Non, on dépose une caisse horticole en ciment ou en béton armé de toutes les formes. On dépose des tuyaux, on dépose des poutres, on dépose à chaque fois un objet. Et il va y avoir donc là, par exemple, c'est Joseph Monnier qui va développer un tas de brevets. Alors Joseph Monnier est un personnage important parce que c'est l'un des deux grands développeurs des systèmes de béton armé qui vont avoir un très grand succès. Monnier est en fait jardinier en chef à Versailles, l'Alain Baraton de l'époque. Et Monnier est intéressé pour avoir des caisses plus solides, pour pouvoir déplacer plus facilement ses orangers, etc. Et dans un premier temps, en gros, il va déposer des choses qui servent au jardinage. Il va aussi faire aussi des réserves d'eau pour arroser les jardins. Et en fait, une chose très intéressante, c'est que Joseph Monnier va mettre 18 ans avant de déposer une poutre en béton armé et enfin une maison en béton armé. Donc il met 18 ans à comprendre que son matériau peut servir à autre chose que des caisses horticoles ou des tuyaux. Ça, c'est une chose dont on va reparler parce que c'est vrai que les inventeurs de l'époque ont du mal à comprendre le potentiel réel du béton armé. Monnier n'est bien sûr pas seul à déposer des brevets. Il y en a pendant 20 ans, une vingtaine d'années, jusqu'en 1906, donc les 2 dernières décennies du 19e siècle, il y a 262 brevets qui sont déposés sur le béton armé en France. Donc vous voyez que c'est vraiment une floraison. Et là, Paul Christophe, qui tiendra la première chaire de béton armé en France en 1900, eh bien, fait un récapitulatif de tous les différents systèmes de brevets en béton armé. Donc vous avez des ponts, des voûtes, des poutres, toutes sortes de poutres, des tuyaux, etc. Et donc, c'est vraiment une convergence. Alors, le béton armé, par contre, est quand même en phase avec son temps parce qu'il va se développer en 20 ou 30 ans maximum. Je ne vais évidemment pas passer les 262 brevets, vous expliciter les 262 brevets, on va juste se concentrer sur 3 personnages. Le premier, qui est intéressant parce qu'il concerne beaucoup les architectes, c'est Cotensin et l'architecte Anatole de Baudot. Cotensin est un ingénieur centralien qui, en 1889, dépose un système de travaux en ciment avec ossature métallique. Et donc, voilà le système Cotensin tel qu'il se présente dans l'église Saint-Jean-de-Montmartre, qui est toujours debout, et construite en, je ne dirais pas vraiment béton armé, mais en ciment armé, à l'intérieur de coffrages en briques. Alors le système Cotensin est un système extrêmement compliqué. C'est d'abord, vous avez des coffrages en briques, mais les briques sont perforées pour qu'on puisse mettre des armatures à l'intérieur et recouler du béton.
Ensuite, comme il veut faire des voûtes comme celle-là extrêmement fines, de l'ordre de 5 à 7 cm seulement, on est au XIXe siècle, eh bien, il rajoute des épines contreforts, qui sont celles-là, avec des coffrages quand même super compliqués à faire. Et puis, une fois que tout ceci est en place, eh bien, on coule. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'armatures et que toutes ces armatures sont extrêmement fines. Eh bien, ça, c'est le système Cotensin, parce que Cotensin avait un problème, c'est qu'il ne pensait pas qu'il y avait une très bonne adhérence entre les deux matériaux, acier et mortier de ciment. Et donc, pour ça, il multipliait la surface en faisant des toutes petites armatures pour avoir plus de surface d'adhérence. Alors, c'est intéressant pour les architectes parce que Anatole de Baudot est le successeur de Viollet-le-Duc en tant que chef de file de l'école rationaliste dans l'architecture française. Et Anatole de Baudot rêve, comme Viollet-le-Duc, de remettre en œuvre une architecture qui, comme l'architecture gothique, montrerait la descente des charges. Vous allez dans les cathédrales gothiques, surtout le gothique tardif, vous voyez chaque nervure qui semble vous expliquer comment descendent les charges. Eh bien, grâce au système Cotensin, Anatole de Baudot va pouvoir le faire avec ce nouveau matériau. Donc pour Anatole de Baudot, le béton armé de Cotensin lui permet de réinventer l'architecture gothique à la française et moderne, puisque avec ce nouveau matériau. Alors, voilà l'église Saint-Jean-de-Montmartre que vous pouvez visiter, hein, qui est toujours un beau bâtiment. Évidemment, on voit que de la brique, sauf du côté des baies où il y a du béton apparent, et puis à l'intérieur où on redécouvre autre chose que de la brique et du béton. Et donc le système Cotensin est un système extrêmement complexe. Anatole de Baudot est tout à fait ravi du système Cotensin, à tel point qu'à partir de l'église Saint-Jean-de-Montmartre, il n'utilisera plus que ce matériau pour construire. Ça correspond à... en fait, Cotensin a l'impression de pouvoir faire ce que Viollet-le-Duc souhaitait faire, pouvoir aboutir à réinventer l'architecture gothique. Après Cotensin, on va voir un autre personnage clé du développement du béton armé, c'est François Hennebique. Alors François Hennebique, c'est un peu comme François Coignet, ça va être non seulement un inventeur intelligent, mais aussi un entrepreneur absolument incroyable, dans la mesure où il va à la fois inventer des systèmes très simples, et deuxièmement, faire une campagne publicitaire très très forte qui va permettre aux matériaux de se développer. Alors, regardons le système Hennebique, qui est l'un de ses nombreux brevets. Hennebique dépose plein de brevets, comme les autres, mais ce brevet est son principal brevet de technique béton armé. Que voit-on ? On voit d'abord des poteaux en béton armé, avec un chapiteau qui relie avec des poutres en béton armé, qui ensuite, sur lequel viennent s'accrocher des poutrelles en béton armé, sur lequel est posé un plancher en béton armé. Mais si on regarde cette construction et qu'on pense un peu à la manière dont on construisait au XIXe siècle, eh bien, on aurait pu très bien construire en pierre et bois, c'est-à-dire qu'en fait, le système de Hennebique est exactement le système de construction traditionnel, mais en béton armé. Il n'y a pas d'innovation structurelle, il n'y a pas de compréhension du fait qu'on pourrait absolument masquer tout ça dans une construction en béton armé et qu'on n'a pas forcément besoin de ce recours à la tradition constructive. Mais c'est très malin de la part de Hennebique parce que Hennebique, en utilisant un système de construction traditionnel, permet eh bien, à tous les entrepreneurs français, et à l'époque il n'y a pas de Vinci, pas de Bouygues, il n'y a que des petites entreprises, eh bien, ça permet à tous les petits entrepreneurs de comprendre le fonctionnement de son système. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose fondamentale, c'est ces petits machins-là, qui sont des agrafes qui permettent de maintenir les aciers en place pendant le coulage. Parce que les aciers doivent être mis à environ 2,5 cm
de la surface extérieure. Et dès que vous avez un coulage mal fait, eh ben, l'acier bouge. Et donc, grâce à ces épines, il arrive à ces épingles, ces sortes de grosses épingles, il arrive à effectivement faciliter le coulage des éléments en béton armé. Et ça aussi, pour les petites entreprises, c'est fantastique. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, il y a beaucoup moins de problèmes. Et donc, NBIC, grâce à cette invention super simple et super facile à comprendre, eh bien, va permettre au béton de se développer dans l'ensemble du tissu de petites entreprises qui existait à l'époque. La deuxième chose, c'est la campagne publicitaire. NBIC va principalement faire de la réclame, comme on pouvait dire à l'époque, sur une seule chose, c'est la résistance du béton au feu et aux autres catastrophes naturelles. Et donc là, c'est une photo d'une des séances, des mises en scène de NBIC auprès de maîtres d'ouvrage, avec une poutre chargée soumise à un incendie pour montrer la très bonne résistance au feu du béton armé. NBIC publiera une brochure à 10 000 exemplaires, destinée évidemment aux maîtres d'ouvrage, qui est « Avec le béton armé, NBIC, plus d'incendies désastreux ». Et donc ça, ce sera sa grande campagne publicitaire. Et alors, face à cette campagne publicitaire, ces 10 000 brochures distribuées aux maîtres d'ouvrage, eh bien, NBIC va avoir un succès phénoménal. Alors, ce qui va se faire, c'est qu'il utilise évidemment tous les déboires, tous les glissements de terrain, etc., pour montrer la supériorité de son système, qui résiste mieux au séisme, qui résiste mieux au glissement de terrain, etc. Et puis, il va se passer donc une chose, c'est que suite à sa campagne publicitaire, plus d'incendies désastreux, NBIC va avoir un afflux de commandes. Et là, il va faire une chose très étrange, qui ne tombe pas sous le sens a priori, eh bien, c'est qu'il va fermer son entreprise. NBIC était un entrepreneur qui construisait en béton armé. Il va fermer son entreprise pour inventer autre chose, c'est le bureau d'études. C'est-à-dire qu'NBIC, au lieu de chercher à construire et à avoir tous les marchés, à l'époque, la France coloniale, on construit vraiment partout, donc, eh bien, il préfère se concentrer sur juste une phase qui est celle de la conception des éléments en béton armé. Et donc, il invente le bureau d'études techniques. Contrairement à ce que dit Fernand Pouillon dans ses mémoires, ce n'est pas lui qui invente le bureau d'études, c'est plutôt NBIC. Alors, le succès d'NBIC va être phénoménal en tant que bureau d'études, pas en tant qu'entrepreneur, en tant que bureau d'études. Entre 1892 et 1909, donc un peu moins de 20 ans, il va réaliser plus de 20 000 ouvrages dans le monde entier. Et à l'intérieur de ces 20 000 ouvrages, il y a 1300 ponts. Donc ça donne un peu la mesure du succès d'NBIC. Mais NBIC a un problème qui est exactement le même que celui de François Coignet, c'est qu'il n'arrive pas à séduire les architectes. Il fait des conférences devant les architectes français, eh bien, il reste rétif à utiliser le matériau. Donc, comme il a évidemment, en tant qu'entrepreneur, un peu d'argent, il va construire le siège de l'entreprise NBIC, typique de l'éclectisme stylistique du XIXe siècle. Et puis, il va aussi se construire, il va y avoir quelques immeubles qui vont être construits, comme le magasin Félix Potin, rue de Rennes à Paris. Et puis, il se construit aussi sa villa à Bourg-la-Reine, qui est une sorte de catalogue de tout ce que le béton peut faire avec une tour pour inviter ses gros clients potentiels. Donc, NBIC bute sur le même problème, comment séduire les architectes et leur expliquer que c'est un matériau utile pour tous les types de bâtiments. Par contre, au niveau de tous les bâtiments techniques, alors là, le succès est phénoménal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le béton dans un premier temps, le béton armé s'introduit dans tout ce qui est infrastructure. Je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir 99% des fondations, si ce n'est pas plus, qui sont faites en béton. Et c'est déjà le cas dès le début du XXe siècle. Les fondations sont toutes en béton. Le matériau s'impose dans tout ce qui est infrastructure. Et puis aussi dans tout ce qui est bâtiment technique.
des usines, ici un réservoir à charbon, une usine de chaussures à Boston, et puis les 1300 ponts construits avec le système NBIC. Un pont à Guérose en 1933. On va revenir un peu à Joseph Monnier, parce que c'est la troisième personnalité qui va vraiment modifier aussi le développement du béton à grande échelle. Monnier, donc je l'ai dit, met 18 ans à comprendre que ça pourrait peut-être servir à construire des maisons, à construire des bâtiments, et à partir de là, eh ben, va faire comme tout le monde, va essayer d'expliquer aux architectes que son matériau a un intérêt pour la construction de bâtiments. Donc là, il construit des choses qui sont encore en lien avec son métier d'origine, qui est celui de jardinier en chef, un autre réservoir à la maison Pivert en 1900. Mais ce qui va se passer, c'est que comme il n'arrive pas à convaincre les architectes français d'utiliser son matériau, il va aller faire une conférence en Belgique. Et lors de cette conférence en Belgique, il y aura deux ingénieurs allemands qui seront présents, Weiss et Freytag. Et Weiss et Freytag vont tous les deux acheter le système NBIC, le système Monnier, pour développer le béton armé en Allemagne. L'un au nord et l'autre au sud. Et après une guerre commerciale de 10 ans, ils vont s'associer en faisant l'entreprise Weiss et Freytag. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Weiss et Freytag ont une politique commerciale totalement différente et entrepreneuriale totalement différente de celle de NBIC. C'est-à-dire qu'ils vont développer d'abord la technique avec das System Monnier, le Monnierbau. Ils vont développer les questions de calcul, ils vont développer toutes les questions d'études techniques là-dessus. Et puis, du point de vue de leur entreprise, ils vont faire une entreprise à l'allemande, complètement capitalisée du haut en bas et gérant l'ensemble de la filière. C'est-à-dire qu'ils vont produire le ciment jusqu'à la construction des bâtiments. Donc là, c'est exactement l'inverse de NBIC qui, lui, se retire de la construction et devient bureau d'études. Eux, ils deviennent une entreprise globale de construction depuis le début jusqu'à la fin avec les études. Alors, le système Monnier via Weiss et Freytag va aussi avoir un très grand succès puisque c'est lui qui va en fait gagner la majorité des marchés dans tous les pays de langue allemande. Pour faire simple, principalement évidemment l'Allemagne, mais aussi l'Autriche et un peu la Hollande. Et donc le béton de Monnier va devenir le béton allemand concurrent de celui de NBIC. Voilà quelques bâtiments construits par Weiss et Freytag. Et alors ce qui est intéressant de regarder là, c'est que contrairement, c'est qu'on a beaucoup plus de continuité entre le vertical et l'horizontal. Et le système de Monnier est beaucoup plus que celui de NBIC, en tout cas dans un premier temps, lié à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des voiles et des planchers dans lesquels les poutres sont noyées. Si vous avez un plancher je dirais de dimension normale, eh bien vous ne voyez plus du tout les poutres. Ce sont entièrement les aciers qui font le travail. Sans qu'on ait besoin de faire des systèmes de poutraison, de poutrelles différenciés du plancher. Et donc le système Monnier est clairement plus directement lié dans cette liaison horizontale-verticale que celui de NBIC, qui restait très traditionnel dans sa conception même de la construction. Weiss et Freytag ont donc un succès certain. Et on va passer au béton des ingénieurs avec cette dernière image qui montre la manière dont le béton pouvait être mis en œuvre à l'époque. Ça reste une technique quand même assez sommaire.